Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et c'est avec Cécilia Brio, bien sûr. Salut. Salut Ali. Et voici le sommaire. Direction La Rochelle aujourd'hui. Lumière sera faite sur la politique éducative de la ville, ses initiatives locales et son engagement pour le bien-être et la réussite scolaire de ses élèves. Nous recevons pour ce faire Marielle Jay, 7e adjointe au maire de La Rochelle, déléguée à l'éducation et aux affaires scolaires. Notre invitée nous parlera notamment de l'Assemblée des parents d'élèves, une initiative qui vise à renforcer les liens entre les parents, les enseignants et la municipalité. Et puis, dans ta loupe, Cécilia, tu nous emmènes à Tahiti. Oui, je vais vous parler de 5 étudiants qui ont décidé de partir de La Rochelle jusqu'à Tahiti pour un voyage éducatif. Le mystère est entier, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Marielle Jay. Bonjour. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes 7e adjointe au maire de La Rochelle, déléguée à l'éducation et aux affaires scolaires. Oui. Pour commencer, quelles sont les spécificités de l'éducation à La Rochelle par rapport à d'autres territoires ? Alors peut-être déjà recontextualiser un petit peu ce que c'est l'éducation à La Rochelle. On est sur 36 écoles publiques. On a 15 maternelles, 16 élémentaires, ainsi que 5 écoles primaires. Et on est environ sur 5250 enfants scolarisés dans nos écoles. Alors, il y a plein de choses qui sont faites à La Rochelle. Je pense que la principale, alors déjà, c'est le premier budget, c'est la priorité sur ce mandat. Le maire, M. Fontaine, avait pour volonté de mettre la politique éducative en avant avec le social. Mais en tout cas, voilà, on est le premier budget. On a toute une transformation, une vraie mutation en fait du patrimoine bâti. Oui. On est en train de refaire depuis... alors, ça a commencé quand il est arrivé en 2014, mais ça s'est accentué en 2020. Refaire en fait le patrimoine bâti, refaire les écoles. Le bâti scolaire, c'est la grande priorité ? Oui, c'est la grande priorité. On est sur des écoles qui sont anciennes, qui ont besoin de rénovation. Ça, on investit chaque année environ entre 2,5 et 3 millions d'euros. Donc pour une ville comme La Rochelle, ça reste une ville moyenne, c'est quand même assez conséquent. Et donc sur vos 36 établissements, combien ont été rénovés ? Chaque année, on fait en sorte que chaque école soit rénovée. Alors il y en a qui sont un peu plus rénovées que d'autres, bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire les 36 écoles en même temps. Mais en tout cas, chaque année, on met un point d'honneur à ce qu'il y ait des travaux. Ça peut être l'isolation thermique, les travaux énergétiques. Il peut y avoir aussi des extensions de locaux pour favoriser l'apprentissage des enfants. On est aussi sur beaucoup de végétalisation. Oui, des cours de récréation. Des cours d'école. Végétalisation, désimperméabilisation aussi. C'est important. Et puis des rénovations de salles en termes acoustiques, des mobiliers pour réduire le bruit, parce que souvent, dans les restaurants scolaires notamment, il y a beaucoup de bruit. Et donc, attention à ça. Ces bâtiments, en tout cas les rénovations, elles sont écologiques en termes de matériaux, oui, tout à fait. Alors on a d'efficacité énergétique. Oui, j'ai en tête là, on a la nouvelle cité de la nature et des sciences Lavoisier. C'est une nouvelle école qu'on a inaugurée l'année dernière en avril. Et en fait, on est sur une réhabilitation partielle. On a essayé de travailler sur la réhabilitation des matériaux, en fait prendre des matériaux qu'il y avait avant dans l'école et les réutiliser. Une réutilisation. On est aussi sur des matériaux biosourcés, tout ce qui est paille, etc. Donc on fait en effet très attention à tout ce qui est écologie et puis en termes énergétiques. Et est-ce que vous avez sonder les acteurs concernés, les parents, les enseignants, les élèves? Oui, bien sûr. Quand on fait une réhabilitation, alors là j'ai en tête une école des Cartes, on a refait en fait toute la façade, on l'a isolée thermiquement et on a demandé l'avis en fait aux enfants. On a proposé 3 versions et sur ces 3 versions, les enfants ont choisi. Les enfants ont choisi celle qu'elles préféraient. Du coup, on a fait la réhabilitation donc de l'école, en termes de façade. C'est les enfants qui ont choisi. Et oui, bien sûr, on les inclut. On inclut aussi l'éducation nationale.
C'est important. Dans chaque grosse réhabilitation, on a eu la Cité de la Nature et des Sciences Lavoisier. On a bien sûr vu tous les acteurs. On a cette année, en septembre 2025, une autre école qui va être réhabilitée, un peu plus complexe parce qu'elle est classée. Mais en tout cas, voilà, on met bien sûr en évidence la collaboration avec tous les acteurs de l'éducation quand on refait des réhabilitations. Et ces bâtiments, ils sont pensés aussi pour les enfants en situation de handicap? Oui, on est bien sûr, dans tous les cas, dans toutes les rénovations, on est obligé d'avoir tout ce qui est accès PMR, etc. Mais voilà, chaque année, il n'y a pas une école qui est refaite, donc il est important aussi pour nous de faire des travaux, notamment Ce sont PMR. des ajustements en continu. Oui, tout à fait. PMR dans les autres écoles, on ne les oublie pas. Et s'agissant des cantines scolaires, est-ce que vous avez des initiatives pour améliorer les services? On a une grosse politique en termes de restauration scolaire. Toutes les villes ne le font pas. On est en fait sur un restaurant scolaire par groupe scolaire. C'est-à-dire qu'on a une équipe de restauration par groupe scolaire. Donc on en a en tout 23. D'accord. 23, donc on a une équipe dédiée, on a un chef avec son équipe et du coup ils peuvent aller dans la cantine, aller à la rencontre des enfants pour un peu expliquer ce qu'ils ont cuisiné le matin. Voilà, il y a toute une. Et s'agissant de la qualité des repas, l'approvisionnement par exemple, il est local? On est actuellement sur 56% de produits bio, locaux, labellisés, dont 35% en bio. On a eu un label territoire bio-engagé qui en fait met en lumière notre volonté de travailler avec des producteurs locaux, des producteurs bio et aussi avoir un maximum de bio à la cantine. Et c'est facile d'avoir un approvisionnement local à La Rochelle? Alors c'est facile, on essaye un maximum en effet, notamment sur tout ce qui est pain, sur d'autres denrées telles que la viande, etc. On essaye, c'est pas facile bien sûr, c'est un engagement de tous les jours. Là, il y a le PAT, le programme du territoire engagé. On essaye de travailler avec les producteurs pour justement favoriser le bio. Et on est quand même sur 4200 rationnaires tous les midis. C'était le projet alimentaire de territoire, pardon, le PAT. Projet alimentaire de territoire, donc voilà, on invite, on accompagne les producteurs pour qu'ils passent en bio. Et puis oui, favoriser un maximum de produits de qualité dans les assiettes. Et aussi, on a une politique tarifaire assez importante. On est sur 14 tranches par rapport au prix. La plus petite tranche est à 0,10 centimes, donc les familles les plus modestes, les plus précaires, payent 0,10 centimes le repas. Celles qui sont les plus aisées, ça va jusqu'à 5,52 €, en sachant qu'on a quand même un prix du repas tout inclus d'un peu plus de 11 €. Donc c'est quand même un énorme coût pour la collectivité, après un coût qui est voulu, nécessaire et politiquement porté par ma collègue Mathilde Roussel. Qui est en charge du coup de la restauration. Et voilà, c'est une vraie volonté. Et en effet, quand je fais de temps en temps des pauses méridiennes, et quand je parle aux enfants, alors t'as bien mangé à la cantine, ils me disent ah bah oui, on mange mieux qu'à la maison. Quand j'ai ce genre de réponse, c'est suffisamment rare pour le relever. Oui, c'est exactement. C'est ça. Et la place du petit déjeuner à l'école, est-ce que vous l'avez déjà mis en place à La Rochelle? Oui, alors. Nous, on n'est pas sur une vision du petit déjeuner en tant que tel, c'est-à-dire un repas complet, lait, céréales, etc. On est sur plus un fruit. C'est-à-dire que dans les écoles REP+, on est sur un fruit tous les matins. Que les enfants peuvent manger, peuvent goûter. Les écoles qui ne sont pas REP+, ils ont uniquement 2 à 3 fois par semaine, il me semble 3 fois par semaine. Donc c'est plus une collation. Exactement, c'est plus une collation qu'un petit déjeuner. On a vraiment travaillé avec l'Éducation nationale pour savoir aussi ce qu'ils souhaitaient. Est-ce qu'ils souhaitaient vraiment un vrai petit déjeuner? On a vu que diététiquement parlant, c'était pas spécialement bien, dans le sens où il y avait déjà des enfants qui mangeaient avant, et donc du coup ça faisait un peu une sorte de 2 petits déjeuners. On a préféré partir sur des fruits secs aussi. Et donc, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas de petit déj, un fruit, c'est... Ouais, alors je pense qu'il faut
faut pas spécialement le voir comme ça, mais c'est plus une invitation déjà à découverte au goût, et puis être certain qu'ils ne vont pas rester sans rien jusqu'à midi et demi. Voilà. Et s'assurer de la touche fruit de la journée. Exactement. Des initiatives aussi pour réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines. Est-ce que vous sensibilisez déjà le personnel, mais aussi les élèves? Oui, tout à fait. Alors, par rapport au gaspillage alimentaire, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait par le service pour essayer de connaître un petit peu la quantité, ce qui est fait tous les jours, voilà, en fonction du poids des poubelles à la fin. Après, on a fait une initiative où, avant la restauration, enfin, on n'était pas obligé de réserver à l'avance la cantine scolaire. Les parents, c'était à la main levée le matin en disant « moi je mange à la cantine ». Maintenant, on demande un délai de 48 heures pour savoir en fait combien d'enfants vont manger à la cantine et pour être capable de dire bah voilà, là il y aura tant d'enfants, donc en fonction de tant d'enfants, tant de denrées alimentaires. Et du coup, ça nous aide à un petit peu quantifier la nourriture et puis éviter ce gaspillage. Sur l'offre périscolaire, est-ce que vous avez des initiatives phares ? Alors pour le périscolaire, on a, je trouve, augmenté en compétences dans le sens où maintenant, on a un référent pour le périscolaire matin, midi et soir. On a une sorte de référent qui chapeaute les autres animateurs. Donc ça permet une meilleure continuité entre le périscolaire du matin, la pause méridienne du midi et le périscolaire du soir. Souvent, il y avait un manque d'informations quand il y avait un problème en périscolaire le matin, on n'était pas spécialement au courant pour le midi. Et donc là, le fait d'avoir ce référent maintenant, qui est dans chaque école, il y a un lien qui est fait, notamment aussi dans tout ce qui est organisation pédagogique, etc. Puisque voilà, les pauses méridiennes, c'est plus de la garderie, hein. On a vraiment des intervenants qui viennent, des choses qui sont mises en place. Donc voilà, c'est une sorte de continuité, ce lien entre voilà, le matin, le midi, le soir. C'était plus de l'ordre de la coordination. Tout à fait. Et est-ce que vous travaillez avec des associations, par exemple, pour l'aide aux devoirs Oui, on travaille avec différentes associations. Il y a des associations qui viennent pour faire des dessins style manga. Il y a des personnes qui viennent aussi pour raconter des histoires, des personnes âgées. Il y a plein d'initiatives comme ça. Et vous mettez des choses en œuvre pour les élèves, par exemple, en difficulté, voire en décrochage Oui, alors ça, je dirais que c'est plus du ressort de l'éducation nationale. Nous, on met à disposition les locaux. On fait des conventions avec des personnes, en effet, qui viennent faire l'aide aux devoirs. Mais c'est plus l'éducation nationale qui chapeaute, ce dossier. Et puis nous, bien sûr, on les accompagne en mettant à disposition des salles. Oui. Et puisque vous avez évoqué le sujet de la coordination, vous avez mis en place une initiative qui s'appelle l'Assemblée des parents d'élèves. Oui. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors quand je suis arrivée en 2020, donc en tant qu'élue, on siège dans les conseils d'école. Donc moi, encore plus en tant qu'adjointe à l'éducation, je suis dans les conseils d'école un maximum quand mes collègues ne peuvent pas y aller. Et j'avais remarqué quand même plusieurs choses. Quand je discutais avec d'autres collègues d'autres villes élus, ils me disaient un petit peu, de toute façon, tu verras, les conseils d'école, ça se passe toujours mal. En gros, faut serrer les fesses, ça passera, et puis voilà. Puis moi, j'ai dit, mais pourquoi ça se passe mal, en fait ? Ça se passait mal des fois avec les directions, et puis aussi des fois avec les parents d'élèves. Je me suis dit, je ne peux pas rester 6 ans de mandat comme ça, à me dire qu'à chaque conseil d'école, ça se passera mal. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça se passait mal. J'ai vu plusieurs choses, beaucoup de choses, trop de choses du coup. Déjà une méfiance, une défiance des représentants de parents d'élèves envers la collectivité, donc du coup envers un peu les politiques. Ils n'avaient pas confiance en nous. Ils pensaient qu'on leur mentait, qu'on leur cachait des choses. Puis moi, j'étais là, mais non, enfin, on n'a rien à cacher. Quand il y a un problème, parce qu'il peut y avoir un problème X ou Y, il n'y a aucune raison qu'on le cache. On est tout à fait transparent. Donc, c'est déjà remettre un climat de confiance pour enlever toute cette défiance. J'ai remarqué aussi une certaine méconnaissance de l'environnement dans lequel évoluait leur enfant. Alors,
on a aussi sûrement notre part de responsabilité en manque de communication, etc. Mais je trouvais important qu'ils sachent tout ce qu'on fait justement pour leurs enfants à la ville de La Rochelle. Notamment, j'avais vu une famille qui me disait oui, de toute façon à La Rochelle, on mange que du surgelé. Et puis j'étais là, mais non, en fait pas du tout. On mange pas bio. Bah si, justement, on mange bio. Ils ne le savaient pas. Donc déjà, voilà, une méconnaissance de l'environnement de leurs enfants. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était important qu'on se rencontre, mais pas dans l'instance conseil d'école, parce que finalement, les représentants de parents d'élèves, quand on les voit majoritairement, c'est uniquement en conseil d'école. Il y a très peu d'autres moments où on a l'occasion de les rencontrer. Et moi, mon but, c'était de les sortir du conseil d'école et du coup, d'avoir un temps qu'avec eux. Alors par la suite... Donc, ça veut dire que ça regroupe tous les représentants de parents d'élèves? Tout à fait. Bah oui, on ne peut pas avoir la totalité des parents d'élèves de toutes les écoles, ça ferait beaucoup trop de monde. Donc on s'est dit, on va sortir de l'instance conseil d'école et on va recréer une assemblée avec uniquement la collectivité et les représentants de parents d'élèves, dans plusieurs buts. Mon but aussi, c'était redéfinir un petit peu ce qu'est un représentant de parents d'élèves. Souvent, quand on arrive à l'école, on dit « Est-ce que vous voulez être représentant de parents d'élèves ?» On dit « Bah oui, ça m'intéresse. » Mais c'est quoi, finalement, être représentant de parents d'élèves? Sur certaines situations, je trouvais qu'il y avait des représentants de parents d'élèves qui sortaient un petit peu du cadre, qui... souhaitaient avoir des décisions qui ne leur revenaient pas spécialement. C'était une décision, enfin chacun son métier, hein, éducation nationale et mairie. Souvent, voilà, il y avait peut-être un petit peu d'intrusion, mais d'un côté, ils ne le savaient peut-être pas, quels étaient vraiment leur rôle. Donc, cette assemblée, je veux qu'elle permette pour donner un cadre. Voilà, de redéfinir un petit peu ce qu'est un représentant de parents d'élèves, ce qu'ils attendent aussi de nous, ce qu'on attend d'eux, mais ce qu'ils attendent de nous en termes de plein de choses, ça peut être la communication, voilà, ce qu'ils attendent de nous, collectivité. Avoir aussi peut-être des projets communs. Je sentais certains parents d'élèves qui sont très investis, ce qui est très bien, et des fois qui demandaient bah oui, est-ce que la mairie peut m'aider? Et puis il n'y avait pas vraiment de cadre, c'était un peu le premier qui demande, il aura, etc. Donc avoir un cadre pour définir peut-être... moins cas personnel et plus de collectif. Exactement, des projets communs, ça peut être bien. Ce qui était aussi important, c'est moi je voulais qu'ils dézooment sur leur école. Souvent, et on ne peut pas leur en vouloir, les représentants de parents d'élèves ne regardent que leur école. Et souvent, j'avais des parents... Voir la classe de leur enfant. Voir leur enfant. Exactement. Eux, ils n'ont qu'un enfant. Moi, on estime que j'en ai 36. Donc, je ne peux pas... quand, par exemple, ils me disent « Oui, mais ça fait 3 ans qu'on demande que la classe de mon fils soit refaite. » Si elle n'a pas été refaite, c'est pas parce qu'on ne fait rien, c'est qu'il y a autre chose qui a été fait autre part. Et mon but, c'était vraiment de dézoomer et de faire monter un petit peu en hauteur les parents d'élèves en disant « Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre école, il n'y a pas que votre classe, il n'y a pas que votre enfant. » Et voir tout ce que la ville faisait dans les écoles en général. Et aussi, dernière chose, peut-être recréer le lien entre représentants de parents d'élèves. Ils ne se connaissent pas entre écoles. Ils ne voient que les parents d'élèves de leur propre école. Et je trouvais que c'était intéressant qu'ils puissent discuter entre eux, savoir ce qui est fait dans telle ou telle école. J'avais un parent d'élève qui me disait « Ah, j'aimerais bien organiser ça, mais je ne sais pas comment faire. » Ok, bah, je vais vous mettre en relation. Enfin, cette assemblée permet de mettre en relation. Et donc c'est vertueux, vous voyez déjà des résultats? Ah ouais. On a fait donc la première assemblée des représentants de parents d'élèves en novembre. Et du coup, il y avait un parent d'élève, une école, ça se passait très mal quand je suis arrivée en 2020. Et j'ai eu le résultat à cette assemblée en disant, bah voilà, maintenant ça se passe bien, il y a la communication qui est faite, vous faites des choses. Et on voit. Ça apaise les parents finalement. Ça apaise les parents, ça met une relation de confiance. Et après, il y a tout à créer. Hein. On a une deuxième assemblée qui va se passer au mois d'avril. On a fait des ateliers pendant cette première assemblée des parents d'élèves pour savoir quel sujet ils voulaient remonter. Un des sujets, c'est la sécurité aux abords des écoles. Et donc, du coup, la deuxième assemblée qui va se passer le 4 avril, on va parler justement de ce sujet qui est remonté lors des premiers ateliers sur la sécurisation aux abords des écoles. Et oui, ça permet d'avoir ce lien, de les voir. De créer de la confiance. Confiance qui j'ai l'impression, avait complètement perdu quand je suis arrivée en 2020. Et ces parents, vous les sentez justement
préoccupé par le sujet du harcèlement scolaire. Qu'en est-il à La Rochelle? Oui, alors tout ce qui est harcèlement scolaire, c'est vraiment un... Alors bien sûr, hein, tout parent est préoccupé de savoir si son enfant se sent bien dans son école et être certain qu'il ne soit pas harcelé. Je pense que c'est vraiment un travail de dentelle. Un travail... alors, j'ai pas de gros sujets sur le harcèlement, dans le sens où quand on voit qu'il y a un enfant qui commence à être harcelé par un autre, c'est vraiment un travail de cohésion avec l'éducation nationale qui doit être fait. On fait en sorte de déjà connaître la situation, de savoir comment ça se passe, de travailler avec la direction d'école pour mettre peut-être des choses en place. Dans le pire des cas, c'est des changements d'école. Ça arrivait très peu de fois. Mais en tout cas, tout ce qui est harcèlement, je pense que c'est de la cohésion entre collectivité et éducation nationale. Faire rencontrer les parents, peut-être mettre de chaque côté les enfants pour avoir les versions, etc. Faire un travail de dentelle. Et puis au pire des cas, faire des dérogations. Mais j'en ai pas eu tant que ça depuis que je suis arrivée. Je trouve que c'est assez bien géré par l'éducation nationale. Ils ont un programme phare qu'ils utilisent. Donc il y a eu très peu de choses, en tout cas, de faites par rapport à choses négatives. À votre échelle. Ouais. C'est ça. On parle de harcèlement, mais on parle beaucoup de violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les jeunes filles. Oui. Et le programme d'éducation à la sexualité qui entrera en vigueur en septembre prochain, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permettra de lutter contre ce fléau? Alors oui, alors ça c'est un programme éducation nationale, il n'est pas encore entré en vigueur, il me semble. Non, mais en fait on en parle actuellement. On en parle beaucoup. Dans les médias. Non, je pense que tout dépend comment c'est abordé. Alors moi j'attends toujours de voir les choses avant de dire quoi que ce soit. Je pense qu'en effet, ne serait-ce qu'en tant que parent, je pense que c'est important aussi au plus jeune âge de prévenir son enfant, bien sûr en fonction de son âge, d'essayer de parler de ça. Après, je ne sais pas exactement le programme qui va être fait, comment il va être déployé. Moi, je ne suis absolument pas contre. L'éducation nationale, c'est ce qu'elle fait. Je pense qu'il faut faire attention et être certain que bien parler et avoir les bons mots par rapport à l'âge de l'enfant. Restez avec nous, c'est l'heure de la loupe. Cécilia, tu nous plonges dans les aventures de 5 étudiants entre La Rochelle et Tahiti. Oui, c'est ça. J'espère que vous aimez voyager, parce qu'on va prendre l'air. Qui n'aime pas voyager? Voilà. On va parler de Benjamin, Arthur, Faustine, Iñaki et Fanny, qui sont 5 amis étudiants d'une vingtaine d'années, qui sont passionnés par l'océan et qui ont remporté un concours organisé par un constructeur de bateaux. Alors, grâce à ce prix, ils ont préparé un voyage de 10 mois sur un voilier qui est fourni par le constructeur. Leur objectif, c'est de se rendre à Tahiti et donc de partir de La Rochelle. En Polynésie française. Et donc avant de prendre le large, l'équipage a suivi plusieurs formations médicales, mécaniques, pour bien se préparer. Oui, c'est ça. Et ensuite, donc, ils ont quitté La Rochelle en octobre dernier. Depuis, on peut les suivre grâce à une carte actualisée en temps réel sur leur site. Donc là, ils naviguent actuellement au large de la Martinique. Quand même, ça fait rêver. On écoute Iñaki qui nous détaille le périple. Donc certes, on va aller à Tahiti, mais il va y avoir plusieurs projets. On va partir vers les îles au nord de l'Europe, donc l'Angleterre et l'Écosse. Donc là, on va essayer d'éprouver le bateau. Et ensuite, on va partir traverser l'Atlantique. Donc là, pour faire ça, on fera un premier arrêt aux Canaries et ensuite un second au Cap-Vert. Et là, on ira ensuite tout droit sur les Alizés, direction les Antilles. Notre projet, il va être très différent de ce qui se fait en général pour les gens qui partent un an en voilier depuis l'Europe. C'est que nous, on va partir traverser le Pacifique. On ira au canal du Panama et ensuite tout droit direction Tahiti, et ça c'est notre projet Sail for Tomorrow. Sail for Tomorrow, c'est le nom du projet éducatif qui est porté par ces 5 étudiants. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes de 8 à 10 ans à la protection des océans. Alors, avant leur départ, les étudiants ont pu présenter leurs initiatives à quelques classes de CM1, CM2. Des élèves qui ont eu aussi la chance de visiter le bateau et de poser leurs questions aux aventuriers. En mer, les 5 amis ont pensé à tout. On regarde. Concrètement, on leur préparera des exercices ludiques autour de la voile, de nos aventures. Donc par exemple, en SVT, ils pourront faire des expériences, étudier la faune et la flore. En histoire, ils étudieront les grandes découvertes, donc par exemple sur les traces de Magellan.
Ce projet éducatif totalement inspirant permettra donc de sensibiliser les élèves à l'environnement, de rendre les programmes scolaires un peu plus ludiques. En parallèle, les 5 amis ont déjà prévu d'organiser des actions concrètes pour nettoyer les plages, collecter des déchets marins avec des écoles qui sont situées sur leur itinéraire, un itinéraire qui s'achèvera en mai 2025 à Tahiti. Et tu as une petite question, je crois? Oui, tout à fait. Ma question porte sur l'écologie. Quelle est la place de l'écologie au sein de votre ville de La Rochelle? Alors nous, on est sur, donc ça s'appelle LRTZC. La Rochelle, territoire zéro carbone. Okay. Oui, on est très alerte, bien sûr, sur le sujet. On est un territoire de mer, de voile, très axé sur l'océan. Donc, on ne peut que avoir cette démarche. Par rapport aux enfants, on a plein d'initiatives. On a des lieux qui sont dédiés à l'environnement. J'ai en tête le relais de la Moulinette. Alors, le relais de la Moulinette, c'est un espace absolument extraordinaire où les enfants peuvent aller sur le temps scolaire, ils s'inscrivent et donc c'est une sorte de petite forêt avec la découverte des plantes, des animaux. Il y a plein de choses à toucher, à découvrir. On a aussi un leg qui nous a été fait, c'est la MEN, la Maison des enfants et de la nature. C'est un espace qui est en plein cœur de La Rochelle. Et c'est une forêt, très clairement. On se croirait en forêt, donc c'est assez unique pour un centre-ville, périphérie centre-ville de La Rochelle. Et donc les enfants y vont pour justement y faire des cabanes, il y a tous des projets pédagogiques qui sont faits par les animateurs. Donc on essaye de les favoriser au plus jeune âge sur les déchets. Il y a aussi des ramassages qui sont faits, ramassages sur les plages, notamment par le conseil municipal des enfants, qui est à La Rochelle, qui est mis en place par ma collègue Eugénie Tête-Noire en charge de la citoyenneté. Donc on a plein de... Et vous développez des projets éducatifs justement liés à la mer, au littoral? En soi, je trouve que ça se fait pas mal par le conseil municipal des enfants. Le conseil municipal des enfants, du coup, on écoute les enfants pour dire un petit peu ce qu'ils souhaitent pour leur ville. Et souvent, il y a des thèmes sur l'environnement qui remontent. Donc, du coup, il y a eu ramassage des déchets sur la plage. On travaille aussi avec une association, j'ai plus le nom, mais pour sur le port, essayer de favoriser, regarder un petit peu ce qui nous entoure, voir ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire en termes environnementaux. On travaille avec des associations dans le cadre aussi par rapport au périscolaire, les mercredis, les vacances scolaires. Merci beaucoup. Merci Marielle Jay, 7e adjointe au maire de La Rochelle, déléguée à l'éducation et aux affaires scolaires. Merci d'avoir répondu présente. Merci de m'avoir invitée. Et merci à toi, Cécilia. Merci, Alix. Quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine émission.